Avant de donner la parole aux deux responsables politiques ici présents, je vais interpeller aussi sur le sujet de la loi travail Thomas Piketty, puisque cette réforme du Code du travail, on commence à le voir, c'est aussi un débat d'économistes assez fort. On a vu le prix Nobel Jean Tirole ou d'autres qui sont des amis, je crois, tel Philippe Aghion ou des choses comme ça, prendre parti pour la loi travail. On voit en face les économistes atterrés qui se mobilisent aussi grandement. Vous, comment vous situez? Vous n'êtes pas dans ce genre de collectif-là, ni d'un côté ni de l'autre. Vous participez. Est-ce que vous sentez maintenant, outre la question des primaires, mais aussi sur la question d'actualité politique plus directe, la nécessité de s'engager collectivement ou individuellement, de prendre parti et pour reprendre un petit peu votre livre sur le capital au XXIe siècle, qui montrait la nécessité d'un impôt mondial sur le capital. Est-ce qu'il y a une nécessité aussi à réglementer le Code du travail ou empêcher qu'il soit déréglementé, alors même que vous prenez justement plus de régulation pour le capitalisme? Oui, bien sûr. Moi, je suis totalement opposé à la loi El Khomri et d'autres engagements publics apparaîtront dans les jours qui viennent. Et la tribune là, des prix Nobel et autres économistes là, de samedi dernier, je trouve, est absolument détestable et surtout se plante complètement sur le fond. Elle est signée par des personnes qui font surtout des modèles mathématiques et qui font pas beaucoup de travaux empiriques ou historiques. Jean Tirole n'a jamais touché à la moindre donnée de sa vie, ce qui est quand même un peu embêtant pour valider des théories qui peuvent par ailleurs parfois être logiquement intéressantes, mais qui restent des constructions théoriques lorsqu'on ne les confronte pas à l'expérience sociale et historique. L'idée qu'en abaissant mécaniquement les coûts de licenciement, on va abaisser le chômage en France est une idée qui non seulement est injuste socialement, mais ne fonctionne pas. C'est-à-dire que abaisser les coûts de licenciement, ça augmente énormément la volatilité du niveau d'emploi. C'est-à-dire que vous licenciez énormément en période de crise, puis après vous réembauchez. Mais pour finir, le niveau moyen de chômage, il ne bouge pas. Et il y a des pays en Europe qui ne sont pas des modèles de justice sociale, mais comme l'Allemagne par exemple, mais qui ont, oui, certaines rigidités, comme disent ces économistes, sur les CDI au moins, pas sur les mini-jobs à 400 €, mais sur les emplois à durée indéterminée. C'est pas si facile que ça de supprimer les emplois des entreprises allemandes, et tant mieux, parce que c'est ça qui fait que les entreprises allemandes, pendant la crise, elles n'ont pas licencié à tour de bras. Il y a eu du chômage partiel, mais au moins les personnes étaient là, les qualifications, les investissements individuels étaient là, et c'est ça qui a permis dans la reprise de remettre tout le monde au travail plus vite, plutôt que dans un système de salariés jetables où on balance tout le monde et après on ne sait plus quoi faire le jour de la reprise. Donc cette idée que voilà, plus on baisse les coûts de licenciement et plus on réduit le chômage, enfin, c'est juste complètement faux, ça ne marche pas. Et donc voilà, cette loi elle doit être combattue. Moi, je pense qu'effectivement, ces combats sont très importants, non seulement pour éviter que cette loi passe, mais pour tous les combats politiques à venir. Au-delà de ce combat sur la loi El Khomri, je voudrais quand même dire que moi, je suis surtout actuellement, enfin aussi et surtout, extrêmement préoccupé par la situation européenne. On a la conjonction d'une crise économique et financière et d'une crise des réfugiés, d'une crise géopolitique qui est quand même extrêmement explosive. Et je pense que là, on a vraiment besoin d'un sursaut de propositions françaises. On a besoin d'un moratoire sur la dette, sur les intérêts de la dette. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de demander à des pays comme la Grèce, qui sont à un niveau d'activité économique qui est un quart plus bas qu'en 2007, avec des taux de chômage de 20, 30, 40%, de repayer des excédents primaires de 2, 3, 4% du PIB, qui est toujours ce que la zone euro, c'est-à-dire notamment l'Allemagne et la France, exigent de la Grèce. C'est une folie. Et c'est ça qu'on continue de demander à la Grèce. Et dans le même temps, on leur dit « Ah oui, là quand même, il faudrait construire des camps de réfugiés pour tout le monde qui s'entache chez vous. » Mais en fait, c'est complètement suicidaire de la part de l'Europe. Donc là, je pense que l'absence de la France dans ce débat européen où on laisse toutes les pulsions nationalistes britanniques ou polonaises ou autres dominer le débat sur la réforme de l'Europe et où la France ne fait aucune proposition, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'on ne peut pas se contenter de se plaindre de l'Allemagne. Je rappelais que la France, l'Italie, l'Espagne, mises ensemble, ça représente 50% de la population et du PIB de la zone euro. L'Allemagne, c'est 25% ou 26%. Et je pense que si la France, avec l'Italie et l'Espagne, faisait des propositions de refondation démocratique et sociale de la zone euro, avec un vrai choix démocratique sur le niveau du déficit public, le niveau de relance économique, la politique face aux réfugiés aussi, parce que ça va avec la relance économique et sociale,
Je pense que, évidemment, l'Allemagne aurait peur d'être mise en minorité dans une structure démocratique, parlementaire pour la zone euro. Mais pour finir, il faudrait bien qu'elle arrive à un compromis si une proposition venait de pays représentant 75% de la zone. Et cette absence de la France dans ce débat est quelque chose de très grave. Et ça fait partie des sujets, voilà, cette renégociation du traité budgétaire européen de 2012, qui n'a jamais eu lieu malgré toutes les promesses. Il faut que des propositions précises soient sur la table. Et pour moi, ça fait partie des sujets dont la primaire devrait débattre. Alors, nous allons y venir. Alors, Thomas, je ne sais pas si Thomas Piketty est un emmerdeur dans la façon dont les partis ont décidé que pouvait se passer la présidentielle. En tout cas, une question clairement émerge à la fois des propos de Clémentine Autain et de Pierre Laurent. Moi, je vous ai vu, je suis allé vous voir à Lille dans une réunion publique où l'affluence était nombreuse. On a cru pouvoir se dessiner l'idée d'un socle commun préalable à une primaire. Mais c'est vrai que c'est une question qui recoupe celle du périmètre politique. C'est est-ce que dans un socle commun d'une primaire de gauche, on peut discuter les bienfaits de la patridie ou des bienfaits de la précarisation du travail? Est-ce que tout ça est compatible? Est-ce que tout ça, derrière, comme il l'indiquait, peut amener à faire campagne ensemble de Jean-Marie Le Guen à Clémentine Autain? Je suis sûr qu'elle adorerait. Moi, écoutez, je pense je pense comme Pierre Laurent qu'on a besoin d'une grande explication à gauche. Et c'est d'abord ça, pour moi, la primaire. En même temps, je voudrais dire que je comprends les réticences de Clémentine ou d'autres personnes sur la primaire. Et je voudrais tout de suite dire bien clairement que pour moi, la primaire, c'est évidemment pas la solution miracle. Pour transformer, dépasser le capitalisme, il va falloir autre chose que la primaire. Et c'est d'abord un combat intellectuel, idéologique. Et si moi, mon travail, c'est d'essayer de faire des recherches, d'écrire des livres, c'est parce que je crois dans le pouvoir des livres, le pouvoir des idées. Et je pense que la transformation intellectuelle, idéologique, puis institutionnelle au niveau européen, mais aussi au niveau français, c'est ça à long terme qui est important. Mais en même temps, bon, voilà, il y a le long terme, il y a le court terme. La primaire, ça va pas transformer tout ça, mais je pense que c'est la chose la moins bête qu'on puisse faire dans le court terme, dans l'immédiat, compte tenu du fait qu'on ne va pas changer la Ve République d'ici les prochaines élections présidentielles. Et pourquoi c'est la chose la moins bête qu'on peut faire? Parce qu'on a vraiment besoin de cette grande explication à gauche. Et justement parce qu'il y a eu la déchéance de la nationalité, qui est quelque chose d'atroce, d'insupportable, parce qu'il y a eu la loi El Khomri, il faut cette grande explication. Et il faut obliger ceux qui sont responsables de cette politique à cette grande explication publique. Et ils ne vont pas s'en sortir simplement en 3 semaines de débat en avril 2015 ou en 1 mois de débat. Il faut que dès cet automne, on ne laisse pas la droite débattre toute seule face au pays, mais que la gauche débatte activement et que ceux qui prétendent la représenter pour les 5 ans qui viennent s'expliquent publiquement. Si Hollande veut venir s'expliquer publiquement, qu'il s'explique. S'il veut se retirer et que Valls veut y aller, qu'il y aille. Moi, je pense qu'il ne gagnera pas. Je pense que dans une enceinte de gauche, avec 3-4 millions de personnes qui sont quand même plus mobilisées à gauche que les 10 millions ou 15 millions de Français qui votent à gauche au premier tour de la présidentielle, je pense qu'au sein de ces 3 ou 4 millions de personnes, ils ne gagneront pas. Et donc, je pense qu'il faut les obliger à cette grande explication publique, parce que ce serait trop facile, après tous ces reniements pendant 5 ans, de s'en sortir avec 3 semaines de débat au dernier moment, et c'est évidemment ce qu'eux souhaiteraient, mais je pense qu'il ne faut pas les laisser faire. Et moi, j'ai confiance dans le débat démocratique. Je pense que, quelle que soit l'issue, je pense d'ailleurs que la meilleure chance de les remplacer, c'est ça. Devant cette enceinte de gauche, 3 ou 4 millions de personnes qui sont quand même beaucoup plus mobilisées à gauche que la moyenne des électeurs du premier tour. Donc je pense que ceux qui pensent qu'ils gagneront au premier tour se trompent. Et je pense qu'il y a plus de chances de les remplacer là, dans cette primaire. Et je pense que dans tous les cas de figure, quel que soit le vainqueur de cette primaire, il n'y aura pas de reniement. C'est-à-dire que ce qui aura été dit publiquement, par Pierre Laurent ou Clémentine Autain ou les différents candidats qui se présenteront à cette primaire, ce qui aura été dit publiquement aura été dit. Et personne n'aura à se renier. Et puis, ne nous racontons pas d'histoire. Quoi qu'il arrive, il y aura d'autres candidats à la gauche du candidat, y compris si c'est Pierre Laurent ou Clémentine Autain qui gagnent. D'ailleurs, il y aura d'autres candidats à leur gauche, enfin qui se présentent comme tels en tout cas. Hein. Donc ceux qui voudront voter à la gauche du candidat qui aura gagné la primaire voteront. Hein. Personne n'est propriétaire de ses électeurs, pas même le Parti communiste ou le Front de gauche. Et mais en moins, cette grande explication aura eu lieu. Et je pense que ça, c'est très important, y compris pour transformer, à la mesure de ce qu'on peut faire, le présidentialisme à la française. Parce qu'obliger un président sortant à venir débattre pendant tout un automne
ou éventuellement d'ailleurs à se retirer parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas débattre, eh bien oui, c'est déjà une transformation de notre présidentialisme monarchique. C'est insuffisant évidemment, mais c'est ce qu'on a sous la main là pour l'instant dans les mois qui viennent. Donc faisons-le. Mais vous y croyez ? Vous y croyez que le président sortant va redescendre ? Vous y croyez que le Parti socialiste va jouer le jeu de cette primaire-là, de l'organiser ? Parce qu'en termes de délai, parce que là, malgré tout, la forme compte. Certes, le contenu, c'est important, mais en termes de délai, tout ça doit aller finalement assez vite. Il faut qu'en septembre, ça soit parti, quoi. Je pense, écoutez, il y a un calendrier, là, pour une fois, la droite est utile. Elle a mis en place un calendrier il y a une date de dépôt des candidatures qui est le 8 ou le 9 septembre, date limite pour la droite, et puis un vote qui a lieu vers le 25 novembre. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement pareil, mais je pense que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'en septembre, ceux qui veulent représenter la gauche pour les 5 ans qui viennent se déclarent, qu'il y ait un débat pendant tout l'automne et qu'il y ait un vote, oui, en novembre, en décembre, mais voilà, qu'on ait un automne où on puisse vraiment débattre du contenu, du fond, et qu'on ne passe pas l'automne à se demander qui va être candidat. Parce que ça, c'est la façon de tuer le débat de fond où chacun se demandera pendant tout l'automne, et alors, sera Hollande, sera Valls, bon, ça suffit. Ceux qui veulent... Et je pense que oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'au Parti socialiste, il y a quand même beaucoup de gens, comme le disait Pierre Laurent, qui ne sont pas contents du tout de ce qui se passe actuellement, non seulement des électeurs, mais aussi au sein des instances du Parti socialiste. Donc je pense qu'il est important que d'autres forces politiques à gauche fassent pression pour que ce calendrier soit adopté le plus vite possible et qu'on rentre dans le cœur du débat. Parce que là, Cambadélis et François Hollande essayent de mener un peu tout le monde en bateau. C'est-à-dire qu'ils disent oui, c'est super, on va faire une primaire, mais alors Cambadélis, il a dit oui, pendant l'hiver, en décembre, janvier. Alors l'hiver, ça commence le 21 décembre, donc déjà c'est plutôt janvier, puis pourquoi pas février, mars. Puis après, il a eu ces d'autres idées qui disent on va faire une primaire, mais il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat du Parti socialiste, et il n'a pas besoin de se soumettre à des débats, tout ça. Bon, alors heureusement, il y a quand même beaucoup de gens, y compris dans les instances du Parti socialiste, qui trouvent que tout ça, c'est un peu se foutre du monde et que les Français resteront chez eux si on veut faire ça. Enfin, personne ne marchera dans une mascarade pareille. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre la pression de partout pour obliger le Parti socialiste à se contraindre à cet exercice et à cette grande explication qui, je pense, est absolument indispensable. Il faut les obliger. Bon, puis alors, cette idée qu'un président de la République n'a pas de temps pour débattre publiquement, c'est une folie. Enfin, il ne s'agit pas d'aller faire le tour de toutes les salles de fête de France. Il s'agit de faire 3, 4, 5 grands débats télévisés. Il y a encore quelques semaines, il a trouvé 2 heures pour aller sur France Inter au beau milieu d'un Conseil européen. Bon, je pense que pendant tout un automne, il peut trouver 3-4 fois faire des grands débats télévisés avec les autres candidats, s'il souhaite être candidat, ou des autres... Voilà. Alors, que Claire et Baptiste m'excusent, mais comme Thomas Piketty doit partir à 20h, je vais laisser Clémentine et Pierre peut-être l'interpeller, parce que ce débat n'a pas forcément déjà eu lieu. Donc, c'est peut-être, désolé, c'est le prisme journalistique qui fait qu'il y a un peu plus d'exclusivité à vous voir discuter et dialoguer sur le sujet. D'abord, je voudrais dire à Thomas Piketty que le matin où j'ai ouvert Libération et il y avait cet appel, je pense que comme beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche, je me suis dit, waouh, il se passe un truc, enfin, ça secoue, et c'était un plaisir. La première chose que ça m'a évoqué, c'est un grand plaisir, parce qu'en réalité, quand on lit bien le texte, si ce texte a été possible, et cette exigence d'une primaire de toute la gauche a été possible, c'est bien sur la base d'une contestation de la politique gouvernementale. Donc, je prends de ce point de vue votre appel comme une façon de sonner le tocsin et de dire, ça suffit. Il faut trouver un moyen, en effet, de remettre en cause cette politique et de pouvoir faire en sorte que la gauche ne soit pas incarnée par ce pouvoir qui est un pouvoir qui mène une politique désastreuse. Donc je pense que ça, c'est un bon point d'appui. Par ailleurs, ton travail personnel est aussi... je dis franchement, hein, Thomas, je passe mon temps à dire, c'est vrai qu'en France, il y a Zemmour, il y a tout ce qui alimente Finkielkraut, etc., qui font des cartons, mais on a quand même Thomas Piketty qui fait le tour du monde. Bon, tu participes quand même à ces repères fondamentaux pour ce travail idéologique. Pour autant, et c'est vraiment ce sur quoi je voudrais intervenir, je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention. Oui, pour discuter avec tout le monde. Oui, même avec tous les électeurs, et quel que soit leur vote précédent. Et je nous invite d'ailleurs même toutes et tous à aller discuter dans nos villes populaires avec ceux qui ont voté pour le Front National. Je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à aller discuter avec eux. Donc le problème n'est pas de mettre des barrières, de plus vouloir discuter, de poser des frontières à jamais.
La question est de savoir ce qu'on veut faire et comment y parvenir. Et moi, je le redis, en tout cas, ce qui est mon projet, ce qui est notre projet ensemble, et ce qui, je pense, est aussi le projet que nous avons valorisé dans le Front de gauche, c'est celui d'avancer vers un arc de force qui ne soit pas simplement des réponses de type gauche plurielle améliorée. Je pense qu'on est entré dans une nouvelle période. Et cette période politique, elle exige qu'on rassemble dans le pays des forces sociales, politiques, intellectuelles, qui soient capables de tenir tête et d'avoir de l'invention et pas simplement un espèce de socle de compromis entre un espace politique qui va voilà, de Hollande-Valls à Olivier Besancenot, qui pour moi est un cadre politique si large qu'il n'a pas de cohérence. Il n'a pas de cohérence politique possible. Je suis pour trouver des nouvelles cohérences. Je plaide pour un rassemblement des forces sociales et écologistes dans ce pays de gauche, ce qui veut dire des forces bien plus larges que le simple front de gauche. Mais je dis attention. Et moi, je n'ai pas envie de débattre avec François Hollande et Manuel Valls. Je les combats. Je les combats parce que je pense que la politique qu'ils mènent est aujourd'hui une politique qui n'a rien à voir avec le fond de la politique que je souhaite. Je veux le combattre pour l'avoir en face de moi, oui, mais pas pour finir avec lui, ni derrière, ni devant. Tu veux pouvoir lui demander des comptes devant les Français, non? Oui, mais je pense qu'on peut lui demander des comptes sans se mettre c'est dans mieux qu'il soit là pour que tu puisses lui demander des comptes. Oui, mais tu ne l'auras pas, c'est autrement. Mais je lui demande des comptes. Nous lui demandons des comptes publiquement. Nous lui demandons des comptes dans la rue. Nous lui demandons des comptes dans la rue. Nous lui demandons des comptes dans le débat politique. Sauf qu'il ne te répond pas. Je crois qu'il va finir par être un peu obligé de nous répondre. Oui, mais moi je veux qu'il te réponde démocratiquement, dans un débat démocratique au grand jour. Voilà. Alors rien d'unitaire de dire qu'il faut pouvoir, non pas juger publiquement, mais en tout cas contraindre à un débat public ceux qui ont trompé le pays et leurs électeurs. Ça n'a rien d'unitaire. C'est au contraire leur permettre de s'en sortir sans débat, qui me semble bien, enfin je sais pas comment dire, mais disons un peu gentil à leur égard. Je pense qu'il faut que ce débat ait lieu, ça n'a rien d'unitaire, et une fois de plus, ce qui aura été dit dans ce débat, personne n'aura à se dédire ensuite. C'est-à-dire les critiques qui auront été adressées publiquement, enfin c'est plus que des critiques qui seront adressées, personne ensuite devra dire « Ah bah en fait j'ai dit ça pour le débat, en fait je l'adore, Hollande ». Enfin non, je veux dire, les choses auront été dites, elles auront été dites devant des millions de Français. Et ça restera. Et en plus, ils ne gagneront pas. Enfin, moi, ce que je sens dans le pays, en tout cas, je sens quand même un besoin de débat. Je pense que les gens auront vraiment la gueule de bois à gauche s'ils passent tout cet automne à regarder Juppé, Sarkozy, Fillon débattre pendant des semaines et des mois, et la gauche qui en sera à se demander, bon alors, est-ce que le président daignera se déclarer candidat en mars ou en avril prochain, 6 mois plus tard. Là, il y aura la gueule de bois à gauche, et on pourra dire, oui, mais on les interpelle dans notre coin. Bon, très bien, on les interpelle dans notre coin, mais eux, ils seront là tranquillement à attendre le dernier moment, et les Français en seront à regarder simplement la droite débattre entre elles.